Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lorsque le texte adopté par l'Assemblée nationale nous a été transmis en février dernier, un accord en commission mixte paritaire était loin d'être une évidence, tant les sujets de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat étaient nombreux. Mais chacune de nos deux assemblées a fait des concessions pour aboutir à un texte de compromis. S'il suppose, comme tout compromis, des concessions qui sont toujours trop nombreuses ou trop importantes pour celui qui consent, j'estime que cet accord est un bon accord, et en premier lieu parce qu'il est favorable à l'école de la République, à ceux qu'elle sert et à ceux qui la servent. Sans esprit de parti, ou devrais-je dire d'assemblée, il s'agit d'un bon compromis, car il reprend une grande partie des apports du Sénat. Notre Haute Assemblée a ainsi apposé son empreinte sur ce projet de loi autour de 3 axes. Le retour aux fondamentaux de l'école, la prise en compte des réalités locales et des collectivités territoriales, et enfin l'ambition d'une transformation profonde de notre système éducatif. La première orientation qu'a souhaité donner le Sénat est donc la réaffirmation des fondamentaux de l'école de la République, avec d'abord une nouvelle rédaction de l'article 1er qui, tout en rappelant l'exigence d'exemplarité des professeurs, met celle-ci au service de leur autorité et inscrit clairement le respect qui est dû par les élèves et leurs familles à leurs professeurs dans les fondements du Code de l'éducation. Réaffirmation des fondamentaux également, avec l'affirmation de la place centrale des valeurs républicaines, le drapeau, la devise, l'hymne national au sein même de l'école, ou l'interdiction des comportements portant atteinte à la liberté de conscience des élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, mais également aux abords immédiats de ceux-ci. Réaffirmation des valeurs enfin, avec le renforcement du contrôle de l'instruction en famille et de l'enseignement privé hors contrat, tout en donnant les garanties nécessaires à l'exercice de la liberté de l'enseignement. Cette ambition s'est également traduite par le renforcement du volet consacré à l'école inclusive, qui désormais est aussi un principe fondamental de l'école, un principe à l'élaboration duquel le Sénat a pris toute sa part. Notre seconde orientation, rôle constitutionnel du Sénat oblige, fut de prendre en compte les réalités locales. Nous avons donc consulté et entendu les élus locaux. Aussi, nous avons supprimé définitivement l'article 6 quater et avons inscrit les clarifications nécessaires pour garantir l'accueil des enfants de 3 à 6 ans dans les écoles à classe unique. De même, nous avons acté la possibilité de déroger, dans un cadre contractuel, à l'obligation d'assiduité en petite section. Introduite par le Sénat, cette disposition a été maintenue dans le texte de la commission mixte paritaire et je m'en réjouis. Et je souhaiterais à ce stade, Monsieur le Ministre, rendre un hommage particulier aux maires de notre pays. Monsieur le Ministre, si nous avons pu abaisser à 3 ans l'âge de l'instruction obligatoire, c'est que celle-ci était déjà une réalité pour 97,5% des enfants de ce pays. Tout simplement parce que depuis 70 ans, les maires de ce pays ont porté l'ambition d'une école maternelle ouverte à tous et qu'ils ont ainsi couvert la France d'un blanc manteau d'école maternelle. Il fallait saluer cette volonté qu'aucune loi n'obligeait et qui inscrit notre pays parmi ceux où l'obligation d'instruction est la plus précoce. Mes chers collègues, soyons fiers du travail des maires, soyons également fiers d'avoir œuvré collectivement pour abaisser à 3 ans l'âge de la scolarisation obligatoire et de l'avoir voté dans cet hémicycle à l'unanimité. Enfin, le Sénat a porté l'ambition d'une évolution profonde du système éducatif dont les principaux leviers sont l'expérimentation, l'évaluation et la formation des enseignants. Le texte issu de la commission mixte paritaire entérine ainsi l'extension du champ des expérimentations pédagogiques à l'enseignement dans une langue vivante, étrangère ou régionale, et la possibilité de déroger, dans le cadre de ces expérimentations, aux obligations réglementaires de service des enseignants. De même, ce texte commun a fixé une nouvelle composition du Conseil d'évaluation de l'école
garante d'une indépendance accrue. Il a acté l'enrichissement du contenu de la formation initiale des enseignants, notamment aux enjeux du développement durable, du numérique, chère présidente Catherine Morin-Desailly, et des spécificités ultramarines. Il a enfin inscrit l'introduction d'une formation complémentaire des enseignants pendant les 3 ans qui suivent leur formation initiale et l'inscription du caractère obligatoire de la formation continue pour tous les enseignants. Ce sont là des apports majeurs du Sénat. Tous ces apports, que j'estime importants, ont été sauvegardés, il est vrai, au prix de concessions sur des points du texte qui nous tenaient pourtant à cœur. La possibilité de sanctionner les manquements à l'obligation d'assiduité par la suppression des allocations familiales, l'application du principe de neutralité aux accompagnants de sortie scolaire, l'autorité hiérarchique du directeur d'école, l'affectation sur contrat de mission ou encore l'avis du chef d'établissement pour les affectations, ce sont des sujets dont nous aurons à reparler. 2 points essentiels, surtout, constituent à mes yeux des concessions majeures. D'une part, le sort des jardins d'enfants. Il devrait disparaître, mais nous avons obtenu l'allongement de 2 à 5 ans de la dérogation accordée à ces structures afin qu'elles accueillent des enfants de 3 à 6 ans. Ce délai devrait faciliter leur reconversion en école hors contrat, d'autant que, monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à ce que les services de l'État les accompagnent dans cette démarche et que la spécificité pédagogique de ces jardins d'enfants soit conservée dans le cadre de la transformation en école. Soyez certains que nous y serons attentifs. Surtout, nous avons dû céder sur la compensation des communes qui jusqu'alors participaient au financement des classes maternelles privées sous contrat, sans toutefois verser la totalité de la somme correspondant au coût d'un élève dans le public. Le Sénat avait clairement pris position sur le sujet en l'inscrivant à l'article 4, considérant que l'absence de cette compensation, si elle pouvait se justifier sur le plan juridique, n'en était pas moins une injustice. Le Gouvernement a, comme sa majorité à l'Assemblée nationale, décidé de rester sourd à nos arguments. Je le regrette. Il leur reviendra de prendre leurs responsabilités. Nous demeurerons vigilants quant aux modalités de compensation et aux conséquences de l'instruction obligatoire des 3 ans sur les finances des collectivités territoriales. Ces concessions, pour lourdes soient-elles, ne doivent pas nous faire oublier tout ce que le Sénat a obtenu et que j'ai rappelé au début de mon propos. C'est pourquoi, en conscience, mes chers collègues, je vous invite à adopter le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Je ne sais comment l'histoire jugera cette loi. Je me réjouis toutefois qu'elle ait permis de rappeler, derrière nos désaccords légitimes, le consensus fondateur autour de l'école de la République, qui est plus jamais au cœur du contrat social et de la promesse républicaine. Ce consensus fondateur donne un rôle majeur à l'école, celui de compenser les inégalités. Espérons que l'effort porté sur l'école maternelle, lieu des premiers apprentissages et qui sous-tend cette loi, confortera cette mission première de notre école. Ce consensus fondateur fait aussi de l'école le creuset de l'équité territoriale. Nos débats ont montré l'attachement des élus et des familles à cette école de la proximité qui donne partout dans le pays une chance à tous. Ce consensus fondateur, enfin, fait de ceux qui servent notre école des femmes et des hommes porteurs de la confiance de la société qui leur confie ses enfants et qui, eux-mêmes, ont confiance dans la société qui les missionne. Certes, sur le sujet, du chemin reste encore à parcourir, mais la volonté est partagée. Oui, mes chers collègues, l'école peut nous rassembler pour que nous fassions autour d'elle République. C'est bien ce à quoi nous nous sommes efforcés en travaillant ensemble ce projet de loi pour une école de la confiance. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.